Les essais de pré-saison se sont déroulés en fin de semaine dernière et on a enfin pu voir les voitures de 2024 en action et commencer à se faire une première idée de qui a fait quoi et ce à quoi on peut s'attendre pour la saison qui arrive. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours à Bahreïn? Qu'est-ce que donnent les voitures et à quoi on peut s'attendre pour les premiers Grands Prix de la saison? Et ben on va voir ça ensemble aujourd'hui. Pendant les essais de pré-saison, comme chaque année, on vient surtout vérifier que le travail fait à l'usine pendant quasiment 1 an se retrouve bien sur la piste. C'est ce que l'on appelle faire de la corrélation et ça passe notamment par des mesures aérodynamiques avec des sondes pitot, ces fameux grillages là qui sont emmenés par les voitures et par aussi l'écoulement d'une peinture, la Flovis, spécifique pour la carrosserie, pour voir comment l'air se comporte sur la voiture. Donc on a besoin de voir un petit peu tout ça. Alors si les données correspondent, eh bien on valide que les instruments à l'usine sont bien calibrés et qu'on peut continuer à bosser et surtout, maintenant on peut commencer le travail sur le comportement de la voiture. Pourquoi la voiture sous-vire dans tel virage? Pourquoi elle survire ici? Est-ce que si on change un réglage, la voiture répond comme on l'attend normalement? Le but c'est de comprendre la voiture. Là aussi c'est une étape qui est primordiale car plus vite on comprend la voiture, plus vite on identifie ses qualités et ses défauts et plus vite on peut se concentrer sur améliorer la performance ou corriger les défauts. Mais si on ne passe pas cette étape, eh bien on reste bloqué sur corriger une voiture qu'on comprend mal et on est à la traîne toute la saison et c'est un bordel. Alors c'était un petit peu le cas de la Ferrari de 2023 d'une certaine manière qui survirait d'un coup de manière assez extrême et inversement avec le sous-virage sans bien comprendre pourquoi et ça avait mis beaucoup en difficulté les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz. Alors derrière, pour continuer de comprendre la voiture, on commence à tester des réglages parfois un peu extrêmes que l'on pourrait pas faire en essai libre pendant un week-end de Grand Prix. En fait, de cette manière, on peut éliminer des directions de réglage de voiture et de futurs développements. On sait que dans tel réglage, la voiture elle se comporte pas du tout bien. Alors ces essais hivernaux, c'est une sorte de travail un petit peu en entonnoir où à la fin tu espères avoir la meilleure base possible de travail pour la saison à venir et de là commencer dès le week-end prochain à Bahreïn par exemple à régler la voiture pour amener finalement les dernières performances possibles de ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, si on peut dire les choses comme ça, avant d'apporter des nouveaux packages, des nouvelles améliorations. Évidemment, tout ce travail, ça continue en permanence toute la saison pour faire évoluer la voiture et garder le rythme dans la guerre de développement. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Eh bien, on a eu 2 éléments perturbateurs le jour 2 et le jour 3 avec des bouches d'évacuation des eaux qui ont sauté sous le passage des voitures et c'est un problème qu'on n'avait pas avant sur les générations d'avant, du fait qu'aujourd'hui les voitures aspirent beaucoup plus le sol qu'avant, mais il faudra adresser ce problème sur probablement tous les circuits de la saison. Alors la fiabilité a été assez bonne en règle générale pour tout le monde, on n'a pas vu de grosses catastrophes en tout cas. Williams a eu pas mal de petits problèmes sur le jour 1 quand même, McLaren a perdu aussi pas mal de temps, mine de rien, notamment sur le jour 3 avec Lando Norris et un problème d'embrayage. On a vu aussi George Russell être un petit peu immobilisé sur le premier jour je crois, sur la première matinée, un petit peu aussi comme la steak. Bon ça commence à faire un petit peu beaucoup, mais à chaque fois c'était, allez 1 heure, voire un peu moins, donc ça allait. Sauf pour Williams où c'était un peu dur le premier jour. Toutes les équipes ont réussi à boucler leur programme, donc c'est plutôt bon signe et assez normal entre guillemets. On a des moteurs qu'on commence à vraiment bien connaître, pareil pour les voitures, donc rien de très surprenant. Au final, on n'a eu aucun drapeau rouge, je crois, qui a été causé par une voiture qui était arrêtée en piste. Alors Verstappen a claqué un gros temps le jour 1 qui a donné quelques sueurs froides un peu à tout le monde, on va pas se le cacher. Le reste, Ferrari était plutôt devant, je crois, même si les chronos restent un peu anecdotiques du fait qu'on ne sait pas quelle quantité d'essence les voitures embarquent, ni les modes moteurs qu'elles ont, tout simplement. Donc forcément, on roule moins fort que ce à quoi on pourrait s'attendre pour une qualif ou pour une course. Alors c'est pas une question de forcément cacher son jeu, mais de travailler pour récupérer de la data qui est propre. Il n'y a pas As ou Alpine qui vont, entre les essais hivernaux et le premier Grand Prix de la saison, prendre 15 places d'un coup et mettre une volée à tout le monde façon Red Bull. Non, si les équipes cachent leur jeu, c'est de pas beaucoup, vraiment. On commence donc par Red Bull, voiture qui est littéralement collée au sol, qui est sur des rails, tout simplement, méga impressionnante dans le virage 11 où Verstappen est passé avec tellement de vitesse que j'en croyais pas beaucoup mes yeux. Red Bull savait que tout le monde allait se diriger vers le concept de la RB19, donc ils ont bossé pour aller encore plus loin et donc un peu dans une nouvelle direction. Ça reste des concepts qui ressemblent à ceux de la Mercedes de l'année dernière, mais qui sont réinterprétés, réinventés d'une autre manière. Verstappen est à l'aise avec la voiture, donc pas de souci. Perez, on
sent en on-board que y a moins de confiance sur le train arrière, qu'il a besoin de donner des petits coups de volant pour inscrire la voiture et sentir et avoir un premier retour sur ce qu'elle fait dans un premier temps avant de vraiment engager la voiture. On passe à McLaren, le train arrière est planté dans le sol, c'était un des défauts de la voiture l'année dernière, donc ça a été corrigé. La voiture ne bouge pas, du coup forcément ça provoque un petit peu de sous-virage en général sur la voiture, mais ça reste assez léger. La McLaren peut encore progresser sur les virages lents, qui était d'ailleurs son talon d'Achille l'année dernière. Le train avant est un peu feignant à certains moments, donc ça met un petit peu de temps à rentrer dans le virage. Il y a encore une fois un peu de sous-virage, mais voilà. L'équipe est assez contente des tests malgré des petits problèmes de fiabilité le 3e jour. Il y a un bon rythme global. Là où ils ont fini l'année dernière, on va dire environ, il va y avoir des grosses améliorations qui vont arriver, donc à voir s'ils arrivent à faire un énorme gros jump comme ils l'avaient fait l'année dernière, encore une fois. On passe à Ferrari, eh bien très bonne voiture, malgré un peu d'instabilité sur le train arrière, notamment sur des virages à moyenne vitesse. Ça passe quand même très vite en virage. On a un très bon train avant qui est très directif, qui est planté dans le sol, donc engager la voiture dans un virage, c'est nickel chrome. Sur un tour, ce sera probablement très rapide, donc bon en qualif. Sur la course, ce sera peut-être encore un cran en dessous. Ça a l'air d'être quand même mieux que l'année dernière, mais Charles Leclerc disait que la voiture était plus facile à comprendre. Il savait pourquoi elle survirait, pourquoi elle sous-virait, contrairement à l'année dernière. Donc ils savent à quoi s'attendre quand ils rentrent dans un virage, et donc forcément, ils pourront déjà un petit peu mieux gérer les pneus, rien que par le pilotage. Mais encore une fois, le problème de Ferrari l'année dernière, ça restait les pneus. C'est un problème qu'ils ont probablement pas encore résolu pour le moment, mais ça peut aller mieux. On passe à Mercedes, un peu comme pour Ferrari, on sent une voiture qui est un peu joueuse du train arrière, elle est assez libre, mais par contre il y a un train avant, encore une fois, qui est hyper planté dans le sol. Jeter la voiture dans un virage, c'est aucun souci, l'arrière suit, mais par contre en milieu de virage, la voiture prend un peu de sous-virage et donc du coup les pilotes ils ont tendance à compenser un petit peu en braquant un peu plus le volant, ce qui demande un petit peu trop aux pneus arrière extérieur et donc hop, ça décroche. Ça passe vite en virage, comme la Ferrari, ça rentre très bien dans les virages lents. Ils ont beaucoup bossé pour comprendre la voiture, tester des réglages extrêmes du coup, pour comprendre quelle direction prendre par élimination. Elle est similaire à ce qu'ils ont fait à l'usine, ce que les pilotes avaient en tout cas dans le simulateur, donc c'est très bon signe. C'est une très bonne nouvelle ça. D'ailleurs ils ont testé 2 suspensions avant différentes, avec une qui a un pourcentage d'anti-dive un peu plus important le 3e jour, et ils pourraient jouer justement avec ce réglage entre guillemets dans la saison, parce que la monocoque est prévue pour. Maintenant sur les premières courses, le but va être de commencer à extraire le plus de performance de la voiture en l'état avec les réglages, puis d'ajouter plus d'appui, car selon George Russell, ça manque encore un petit peu d'appui. De toute manière, quoi qu'il arrive, ça manque toujours d'appui, il n'y a jamais assez d'appui. Bon, sur le rythme de course, c'est là, ça manque peut-être encore un petit peu sur les tours qualif, selon James Allison, le directeur technique. On passe à Aston Martin, pas le même début de saison que l'année dernière qui était foudroyant, mais ils sont quand même dans le coup, surtout sur les longs runs a priori. Très peu de fautes sur les 3 jours, pas de problème de fiabilité, bonne aéro en virage à vitesse moyenne, donc ça c'est une bonne nouvelle. On voit qu'il y a un bon train avant qui inscrit bien la voiture, mais en milieu et fin de virage, on a peut-être tendance à avoir quand même un peu de sous-virage. Les pilotes mettent pas mal d'angle de volant comparé aux autres, je trouve, mais globalement, ça fonctionne quand même très bien. Pareil que McLaren, ça va commencer 2024, là où ça a fini 2023, et ce sera dans le coup, dans ce groupe de 4, mais on va en reparler. On passe à Alpine. Alors la voiture a l'air d'être plutôt bien équilibrée, pas de gros défauts, et pas de grosses qualités non plus. En fait, c'est propre, on voit une nette différence de vitesse de passage en courbe, on sent qu'il manque un peu d'appui aéro dans les virages à moyenne vitesse. Ils ont fait tous les tests qu'ils voulaient selon Pierre Gasly pour comprendre la voiture. Le problème c'est que la base sur laquelle ils partent est toute nouvelle, mais c'est pas la performance d'entrée de jeu qu'ils espéraient ou en tout cas qu'ils attendaient. Du moins, en tout cas, ils ont identifié toutes les zones à adresser pour développer la voiture. Est-ce qu'on peut voir un bond comme pour McLaren l'année dernière ? Je sais pas, faudra attendre, j'espère pour eux en tout cas, mais pour l'instant il va falloir compenser le manque de performance par du réglage pour tenter d'être performant. Alors on passe à la Visa Cash-App RB, ou la RB tout simplement, on va l'appeler comme ça. C'est la voiture du milieu de peloton la plus impressionnante qu'on a vue. La vitesse emmenée dans les virages à moyenne vitesse est vraiment hallucinante je trouve pour cette équipe qu'on compare à ses probables adversaires comme Alpine, Stake, etc. L'aéro fonctionne vraiment bien, il y a de l'appui, c'est certain sur la voiture. L'inscription en virage, elle est top. Il y a un bon train avant, c'est stable. Il y a très peu de corrections au volant pour Ricciardo et Tsunoda.
L'équipe, comme toutes les autres, a d'ailleurs beaucoup travaillé pour mettre la voiture dans une configuration qui permettait en fait de récupérer les données les plus propres possibles, les plus précises possibles pour faire la meilleure corrélation et pouvoir aussi développer les outils à l'usine. Tout ça en refusant entre guillemets de trop toucher aux réglages pour mieux équilibrer la voiture aux souhaits de Tsunoda et de Ricciardo. Posée en l'état, en fait, la voiture est déjà très bien. Maintenant, il y a très probablement mieux qui les attend s'ils font des bons développements. On passe à Sauber, on va l'appeler comme ça, Kick Sauber si vous préférez. On a mis du temps à avoir un on-board de la voiture pour juger un peu mieux son comportement. Et dès qu'on l'a eu, c'était assez net. Gros train avant, bien planté dans le sol aussi. Et on avait aussi une très bonne rotation, notamment dans le virage 13. Alors la rotation, c'est vraiment l'arrière qui vient gentiment en survirage faire pivoter un peu la voiture sur elle-même. Donc c'est plutôt une bonne chose. On voyait que ça tenait bien, en tout cas dans les virages moyens. Donc on a pas mal d'aéro sur la voiture, ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Après, on n'a pas vu autant qu'on voulait voir cette voiture. Donc c'est un peu compliqué de savoir à quel point la voiture a évolué pendant les essais hivernaux, pendant ces 3 jours. Ça reste encore assez difficile à la situer. Ça peut être en bataille avec la Visa Cash-App, comme ça peut être derrière l'Alpine ou la Williams. Justement, on en parle de la Williams. Et bien sur la Williams, on trouve généralement du sous-virage un petit peu partout, surtout dans les virages à moyenne vitesse. L'inscription est plutôt bonne, donc le train avant est là, mais la voiture est toujours un petit peu sensible au vent, donc ça peut décrocher un petit peu plus aussi de l'arrière, mais la voiture est plus prédictible en tout cas dans son comportement, moins sur le fil du rasoir, ce qui devrait aider Logan Sargent. En tout cas, Alex Albon, il est parfait avec, il n'y a pas de souci. La voiture est plutôt à l'aise dans les virages lents, donc ça c'est aussi bien. Et en fin d'essai, on voyait une voiture qui était plutôt bien équilibrée, avec toujours un petit peu de sous-virage. L'équipe a pris beaucoup de risques sur la voiture de cette année, c'est mieux. Ils ont corrigé quand même certains problèmes de l'année dernière, mais malheureusement, en fait, ils ont récupéré de nouveaux problèmes qu'ils ont repérés pendant ces essais hivernaux et qu'il va falloir adresser. Et enfin, on termine par Haas. Et bien chez Haas, pas vraiment de surprise, on savait déjà que ça allait être compliqué, mais la voiture est pas catastrophique. Et c'est pas une voiture Haas 2021 si tu préfères. Il y a un équilibre qui est assez bon dans l'ensemble, mais visuellement, on voit que ça manque d'appui aéro et que c'est tout simplement pas rapide. Maintenant, à quel point c'est loin du peloton, entre guillemets, c'est un peu comme pour Red Bull, en fait, mais dans le sens inverse. On espère qu'ils seront pas trop décrochés du paquet du milieu de peloton, donc à voir ce que ça donnera. Alors, on a une hiérarchie globale sur laquelle on est à peu près certain. Red Bull est en haut, il n'y a aucun doute là-dessus. De combien ça, on ne sait pas encore. Derrière Red Bull, on a donc un groupe de 4 qui est méga serré et où à date, on peut que spéculer sur l'ordre des positions en tout cas. Dans ce groupe de 4, on trouve donc Ferrari qu'on mettrait probablement en premier à la bataille avec Mercedes et juste derrière, on pourrait mettre McLaren et Aston Martin. De mon côté, je suis plutôt confiant sur la Scuderia, mais les 3 autres seront méga proches. Et l'ordre va changer quoi qu'il arrive sur les premiers GP, ça c'est une certitude. Alors derrière ce groupe de 4, on est sur un autre groupe de 4 pour le milieu de peloton et j'aurais tendance à mettre la RB en premier. Certains la voient même dans le groupe de devant, donc dans le groupe de 4 avec les top teams. Ça ne va pas, non? Moi j'aurais tendance à être un petit peu plus précautionneux et à la mettre en tête du milieu de peloton plutôt. Et alors ensuite dans ce groupe, on retrouve Sauber, Alpine et Williams. Dans quel ordre? Là aussi c'est pareil, ça m'a l'air d'être assez serré et assez difficile à dire. Ça changera très probablement d'un Grand Prix à l'autre. Donc à voir ce que ça va donner, c'est à peu près l'ordre en tout cas que je donnerai pour ce groupe. Et pour finir, on a Haas derrière, peut-être un peu décroché de ce milieu de peloton, mais à quel point? Encore une fois, c'est un peu comme pour Red Bull, mais à l'inverse. On a été très pessimiste sur la Haas, mais en la regardant rouler, elle n'est pas cata non plus, donc elle pourrait être plus proche qu'on ne l'imagine. Alors désormais, sur l'entièreté de la grille, par contre, on peut clairement s'attendre à ce que tout soit plus resserré que les années précédentes. Et si Red Bull est parti encore une fois pour sécuriser le championnat, on va avoir une bataille pour la P2 constructeur qui va être méga intense, tout comme l'apparition dans les points pour les écuries de milieu de tableau. Là, ça va se payer très cher, donc ça risque d'être méga intéressant aussi. Va falloir en fait, encore une fois, regarder le peloton pour se faire plaisir. Raisonnablement parlant, on peut aussi s'attendre à de belles passes d'armes en piste. Du moins là-dessus, j'espère que ce sera le cas, car encore une fois, les écarts de performance sont vraiment plus resserrés par rapport à avant. Donc on verra ce que ça donne. Et vous, cette saison 2024, vous en attendez quoi après ces essais hivernaux ?